Bonjour à tous, parlons placement épisode 13. Nous allons parler aujourd'hui de la hausse des taux, mais également des revalorisations des SCPI. Et on terminera par un petit chapitre très intéressant sur la rémunération des chefs d'entreprise. Je suis sûr que ça en intéresse beaucoup d'entre vous parmi tous ceux qui nous suivent. Je vous invite bien sûr à poser toutes vos questions chaque semaine à nos experts. On commence tout de suite par la rubrique Parlons marché financier. Jonathan Lévy, bonjour, bienprévoir.fr. Bonjour Thomas. Bienvenue pour faire le point, comme à chaque fois, sur cette actualité financière et avec une hausse des taux qui semble s'accélérer de plus en plus. Vous nous avez apporté un joli graphique qui le montre. Tout à fait. On voit sur ce graphique que les taux d'emprunt de l'État français, l'OAT 10 ans, n'ont cessé de baisser pendant toute l'année 2014. La BCE avait annoncé un quantitative easing en janvier de cette année 2015 et les taux ont continué à baisser jusqu'en mai. Et début mai, juste avant notre précédente émission, les taux ont massivement monté. Et là encore, 2 jours avant notre émission, hier et un peu la semaine dernière, ils ont encore monté massivement. C'est la provocation, juste avant une émission à chaque fois. Je pense qu'il y a un lien. Bon, en tout cas, ça ne perturbe pas forcément l'émission, mais ça perturbe la bourse. On voit les marchés financiers qui tankent dans le même temps. Non, ça ne perturbe pas du tout l'émission. Effectivement, ça perturbe la bourse parce qu'à chaque fois que les taux montent, on le sait, les actions baissent. Il y a un lien, une corrélation qui est mécanique. Bon, pour autant, on va voir que derrière cette hausse des taux, il y a peut-être des éléments un petit peu différents. En tout cas, une explication qui n'est pas forcément celle de la bourse. La bourse qui s'inquiète de la situation en Grèce, toujours, ce bras de fer entre la Grèce et ses partenaires. Ce n'est pas le cas pour les taux d'intérêt ou est-ce que la Grèce entre en ligne de compte? Non, je pense que ça ne rentre pas du tout en ligne de compte dans la progression des taux d'intérêt. La situation en Grèce n'a rien à voir. On le voit à 2 titres. D'abord, sur les rendements du Bund, l'obligation allemande à 10 ans, les taux ont monté. Or, jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y avait une crise, c'était une valeur refuge. Donc, à l'inverse, en cas de crise, les taux de Bund baissent. Là, ce n'est pas le cas, ils ont monté. Ce n'est pas lié à la crise grecque. Et l'autre élément aussi, il faut regarder les CDS, les Credit Default Swap, sont des assurances contre le risque qu'un emprunteur ne nous rembourse pas. Si on regarde le CDS sur la France, il n'a cessé de baisser pendant toute cette période-là de hausse des taux. Donc le si risque de solvabilité, voilà. Si la prime d'assurance baisse, ça veut dire que le risque est moins élevé. Le risque est moins élevé. Donc les marchés de dette ne sont pas inquiets sur un éclatement éventuel de la zone euro. Alors qu'est-ce qui explique cette hausse des taux? On peut revoir le graphique, parce qu'il y a plusieurs phases d'ailleurs. Alors, il y a 2 phases. La première phase, effectivement, c'est que le marché prend conscience que le QE marche. Le quantitative easing de Mario Draghi marche. Ils l'ont fait parce que l'inflation n'avait cessé de baisser depuis 2 ans et demi. La pente était négative. On était à 2%, 2,5% de... C'est ce qu'on voit sur le graphique avec cette pente en effet qui ne cessait de glisser sur l'année 2014. Oui, et je parle moi là de l'inflation. Mais elle suivait cette inflation aussi. Exactement, voilà. Les taux d'intérêt suivaient l'inflation. Puisqu'on est tombé à moins 0,6 au plus bas. On est tombé à moins 0,6 juste avant le quantitative easing. C'est ça qui expliquait pourquoi il fallait faire ce quantitative easing. Et là, sur la zone euro, on est remonté à plus 0,3. Donc il y a une 1% de progression de l'inflation annuelle entre janvier et mai de cette année. Avec un discours de Mario Draghi qui reste quand même assez ferme. Alors, le discours, justement, ça c'est le deuxième pic qui explique l'envolée des taux. C'est un peu paradoxal. Il lance un quantitative easing justement pour faire baisser les taux et aussi pour faire baisser l'euro. Et ils ont un discours la semaine dernière qui n'était pas si conciliant que ça. Il s'est montré plutôt accommodant avec la hausse des taux. Oui, mais parce que c'est l'objectif quand même de faire remonter les taux. Ça veut dire qu'en effet, il y a une anticipation d'inflation, de retour de l'inflation. Oui, son objectif, c'était le retour de l'inflation. Et pour ça, la politique monétaire accommodante, c'est justement de faire baisser les taux pour que le crédit soit moins cher. Éviter la déflation. Et pour éviter la déflation. Et là, ça paraît un petit peu tôt. Alors pourquoi est-ce qu'il le fait? C'est, je pense, pour éviter les bulles spéculatives en fait. Le QE, c'est comme un médicament. Et comme tout médicament, il y a des effets secondaires. Un des effets secondaires, c'est la création de bulles spéculatives. On l'a vu en fait aux États-Unis. Alan Greenspan, qui était un ancien président de la Fed, la Banque centrale américaine, est accusé par beaucoup d'avoir
provoqué les deux grandes crises du siècle précédent, ou du début de ce siècle, avec la crise des années 2000 et la crise des dettes souveraines, des subprimes en 2007. Il ne veut pas retomber dans cet écueil-là, en fait. Il ne veut pas que les taux trop bas provoquent des bulles spéculatives sur les autres marchés. Est-ce que ça va aller encore haut et aussi vite, selon vous? Alors, je pense que ça ne peut pas monter trop haut non plus, parce que je vous parlais de médicaments. Eh bien, c'est comme les antibiotiques, il ne faut pas arrêter le traitement en cours de route. Il faut le prendre jusqu'au bout. Le traitement, le docteur Draghi a dit, il faut le prendre jusqu'en septembre 2016. Donc, il va continuer son traitement de quantitative easing jusqu'en septembre 2016. Maintenant, les taux courts ne vont pas monter plus vite que ça. Ils ne monteront pas avant la fin du quantitative easing. Ils ne monteront pas avant au mieux 2017, voire plus loin en fait. Malgré la hausse des taux longs. Malgré la hausse des taux longs, en fait. Il ne peut pas se permettre non plus que les taux courts remontent trop vite. Parce que sinon, la reprise, qui est quand même fragile, serait vite cassée. Donc il a de la marge, en fait. Parce que l'écart entre les taux courts et les taux longs ne peut pas être trop élevé. Sinon, il y a des gens qui arbitreraient entre les taux courts et les taux longs. Et ça créerait une opération d'arbitrage sur les marchés. Bon, on le sait, hein, quand on s'intéresse un peu à la finance, c'est la boussole, hein, c'est le nord magnétique, les taux d'intérêt. Et donc, quand ils décalent, ça a une influence sur tous les actifs, sur toutes les classes d'actifs, comme on dit. Oui. Quelles sont ces conséquences donc, de cette hausse des taux? Alors d'abord, je voudrais parler des conséquences sur la devise. Jusqu'à présent, en fait, l'euro avait nettement baissé par rapport à l'année dernière et faisait suite à la baisse des taux. En fait, hein. C'était concomitant, c'était la conséquence. Là, l'euro s'est stabilisé, il a remonté un petit peu par rapport au plus bas, il s'est stabilisé entre 1,10 et 1,15, autour de 1,12 à peu près. Alors Draghi est conciliant parce qu'il sait qu'en fait, il a de la marge de ce côté-là. Pourquoi? Parce que la Fed, elle est en retard. Elle va devoir remonter ses taux d'intérêt. Elle est coincée. Elle est coincée en fait. On a encore eu des bons chiffres en fait sur les créations d'emplois vendredi dernier, sur le mois de mai, plus de 280 000 créations d'emplois pour les États-Unis. C'est beaucoup. Il va falloir qu'elle remonte les taux. Donc lui, il a de la marge. Même si les taux remontent un petit peu en Europe, les taux américains vont tellement remonter que ça ne va pas étouffer l'euro. Parce que ça, par contre, ça aurait un impact très négatif sur la croissance. Alors, il a de la marge. On a le tableau des classes d'actifs. On les découvre. Hein, livret A, PEL, actions zone euro. Vous nous commentez ça? Oui. Alors, en première colonne, j'ai mis l'impact immédiat en fait de la hausse des taux d'intérêt qu'on a pu voir sur le mois écoulé. Et puis, dans la deuxième colonne, les perspectives sur cette classe d'actifs. Les perspectives à moyen terme. Donc, on voit que livret A, c'est neutre avec des perspectives négatives. Donc, bon, ça, c'est pas votre placement préféré. Non, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des taux à court terme qui rentrent dans la formule. Donc, les taux longs remontent, on l'a vu, les taux court terme n'ont pas monté. Donc, il n'y aura pas d'impact sur le livret A. Il est déjà, en fait, surévalué, hein, le livret A. Le plan épargne logement, le PEL. Le PEL, lui aussi, il est surévalué. Comme le livret A, en fait, il y a l'ensemble des taux réglementés qui sont surévalués. C'est pour ça que dans les deux cas, on a des perspectives négatives. Les actions de la zone euro que tout le monde porte au nu. Oui, alors l'impact, il est négatif, ça c'est clair. Une hausse des taux, c'est un impact négatif sur la valorisation des marchés actions. Si on devait chiffrer, c'est compliqué de chiffrer, hein, mais pour une hausse de 1% des taux, on peut s'attendre à peu près à une correction de 7%, des 7 à 8%. C'est ce qu'on a vu là d'ailleurs. C'est ce qu'on a vu là, on a vu un peu plus, mais il y a aussi un peu l'effet grec sur la valorisation des actions. Les perspectives restent positives parce que je pense que les taux vont finir par se stabiliser, ils ne vont pas remonter massivement encore. On a fait l'essentiel du chemin, l'essentiel de la normalisation a été faite. Et comme vous disiez Thomas, les perspectives restent bonnes en fait sur la croissance. Ça traduit une amélioration de la reprise. Et donc les actions sont plus attractives aujourd'hui. Donc obligations, un impact négatif bien sûr, les perspectives neutres. Oui, lorsque les taux montent, en fait, les valorisations baissent. Les perspectives sont neutres. En fait, ça dépend de quel type d'obligations on parle. Quand on regarde les obligations d'État, en fait, les perspectives ne sont pas très bonnes. Il y a plus de risques en fait, que la valorisation baisse. Quand on regarde les emprunts de corporate, c'est un peu différent. Alors, les emprunts de bonne qualité suivent les emprunts d'État. Donc, on reste plutôt à l'écart et on va aller chercher des emprunts de mauvaise qualité, effectivement. C'est le paradoxe. Les obligations pourries. Des obligations pourries ont des perspectives qui sont, elles, plus attrayantes. L'immobilier d'entreprise. L'immobilier d'entreprise, là encore, il faut raisonner en termes de prime de risque. L'immobilier d'entreprise,
offre une prime de risque attractive par rapport au placement sans risque. C'est-à-dire que le taux de rendement de la SCPI d'entreprise, de la SCPI de rendement, offre un rendement autour de 5%. Par rapport au taux de l'OAT, c'est ça la prime de risque, cet écart n'a jamais été aussi élevé. Maintenant, quand le taux de l'OAT monte, la prime de risque diminue. Et donc, ça rend le placement un peu moins attractif. Mais malgré tout, on reste quand même au-dessus de la moyenne long terme sur la prime de risque. Donc, ça reste attractif. On va en reparler avec Vincent Tout à fait. la deuxième partie de l'émission. Et l'immobilier d'habitation pour finir. Négatif. Alors là, il faut bien avoir en tête qu'il faut complètement déconnecter les deux marchés. Sur l'immobilier, il y a l'immobilier d'entreprise d'une part, l'immobilier d'habitation d'autre part. Autant on est positif sur l'immobilier d'entreprise, autant on est négatif sur l'immobilier d'habitation. Cet écart ? Parce que les rendements sur l'immobilier d'habitation sont assez faibles. Lorsque les taux sans risque remontent, là, ça n'a aucun intérêt d'acheter un produit, un placement qui a une prime de risque pratiquement de zéro. Alors que le marché de bureau, lui, peut suivre ce marché plus facilement. Tout à fait. Voilà, donc en conclusion, qu'est-ce que vous favorisez en conclusion, des taux nous, on favorise en fait les actions de la zone euro, toujours, et il faut profiter en fait de la baisse qui est plus marquée que le simple fait de la hausse des taux, notamment à cause de la Grèce. C'est un bon point d'entrée sur les actions de la zone euro, et également les SCPI d'entreprise. Voilà. Super, merci beaucoup Jonathan pour ces explications. On vous retrouve le mois prochain. Merci. À bientôt. Les bons plans et astuces, une session consacrée au SCPI avec Vincent Kutkovitz. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Et un dossier qui vous intéresse en particulier, c'est la revalorisation des SCPI. Faut nous expliquer, bon, on rappelle, hein, les SCPI, on en parle souvent dans cette émission. Ouais. On sait que c'est un de vos placements fétiches, mais en quoi consiste cette revalorisation ? En fait, il y a un phénomène économique qu'on a commencé à entamer avec Jonathan juste avant qui se rejoint en fait. D'une part, vous avez eu une baisse des taux depuis un certain temps, depuis 2 ans et demi on l'a vu, et d'autre part, les loyers servis dans l'immobilier d'entreprise sont restés assez stables. Donc il s'est passé un phénomène qui a généré, on l'a vu aussi, un écart favorable pour l'immobilier d'entreprise, c'est-à-dire que la prime de risque qui est au bénéfice des investisseurs a augmenté. L'écart entre les taux longs et le rendement des SCPI d'entreprise a augmenté. C'est le graphique que vous nous apportez qui illustre ce phénomène. Exactement. Donc qu'est-ce qui se passe quand cette prime de risque augmente ? Ça crée de l'engouement sur le marché des investisseurs. Et d'ailleurs, nous, on le répète depuis un certain temps, ça fait presque un an et demi qu'on dit attention, la prime de risque est extrêmement intéressante, il y a une aubaine à saisir. D'ailleurs, on se retrouve peut-être aujourd'hui. Arbitrage, il y a des décalages, donc il faut en profiter. Exactement. Donc aujourd'hui, on se retrouve peut-être au point d'inflexion, c'est-à-dire qu'en fait, l'aubaine est en train de se terminer. Alors ça se traduit par une nécessité pour les sociétés de gestion d'immobilier entreprise à travers des SCPI de devoir réévaluer avec les experts. Ouais, il faut expliquer ça parce que c'est un peu technique. Comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on calcule les parts d'une SCPI ? Les SCPI, en fait, sont réévaluées au moins une fois par an par un expert qui va de façon indépendante. Il y a des gens dont c'est le métier. Voilà, qui évalue le portefeuille immobilier des SCPI. Voilà, qui évalue le portefeuille qui, d'une certaine manière, va décider de dire à cette gestion, attention, votre patrimoine est surévalué ou il est sous-évalué ou il est bien évalué. Donc aujourd'hui, étant donné qu'en fait, il y a eu ce phénomène d'une certaine manière économique où il y a eu une demande qui était supérieure à l'offre, une prime de risque favorable qui était presque un peu excessive, c'est pour ça qu'on disait à nos investisseurs d'y aller. Aujourd'hui, les experts disent attention, il faut revoir la valorisation. Donc, par exemple, il y en a depuis quelques semaines, depuis quelques mois, et certaines SCPI qui décident d'augmenter la valeur des parts. Alors, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que c'est intéressant ? Si on en a, j'imagine que voilà, les parts montent, on est content. On est content parce que son patrimoine est réévalué à la hausse. Même si on va payer plus d'ISF à la fin de la journée. Oui, mais bon, alors qu'il y a des solutions pour optimiser voilà, il y a des solutions. Voilà, même avec certaines SCPI d'ailleurs. Et ça veut dire qu'on a un patrimoine qui s'apprécie. Exactement. Mais pour ceux qui ne sont pas dedans, est-ce que ça reste toujours intéressant de s'intéresser à cette classe d'actifs ? Alors ça reste intéressant. Quand on a une période très précise comme celle qu'on vit aujourd'hui, où certaines SCPI annoncent quelques semaines à l'avance qu'elles vont réévaluer leur patrimoine, on connaît en fait, il y a une aubaine, on se dit bon, il y a une fenêtre de sortie. C'est comme si on me disait tiens, l'action Renault va prendre 5% dans 3 mois, enfin à la fin du mois. Tout à fait. Je peux l'acheter moins cher. Voilà. Là, on vous dit, par exemple, si vous allez sur la SCPI Edissimo ou la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine, par exemple cette dernière que j'ai citée,
il a été annoncé au 1er juin qu'elle serait réévaluée au 1er juillet de plus 6,92%. Donc ça veut dire qu'en fait, immédiatement, votre patrimoine va se valoriser de plus 7%. Et donc, on avait reçu son gérant ici. Exactement, ici il y a un mois. L'idée, en fait, là, de se dire, il ne s'agit pas de bénéficier d'une information à laquelle on n'a pas le droit. Hein, c'est pas un délit d'initié. C'est annoncé parce qu'il y a une assemblée générale de la SCPI qui entérine ces décisions. On peut quand même l'acheter moins cher. On peut l'acheter moins cher. Le seul problème, c'est que le timing est extrêmement court. Donc, si on veut faire, par exemple, une opération d'achat de SCPI à crédit, là, c'est un peu juste. Il faut y aller. Si on a du cash, on y va. Dans les 10 prochains jours. Et l'avantage, en fait, il reste encore 15 jours. L'avantage là, c'est que d'une certaine manière, en fait, vous savez que les frais sur les SCPI sont généralement de l'ordre de 10%. C'est pour ça que nous recommandons d'investir sur le long terme sur les SCPI. Oui, donc là, vous amortissez assez rapidement en fait les frais. Si le prix est réévalué de 6,5% et qu'il y a des frais de 10%, on reste encore en négatif. Oui, ça reste, bien sûr, ça reste. Mais ça va dans le bon sens. Bien sûr, parce qu'on ne le fait pas pour investir 2 ans, on y va pour 7, 8, 10 ans. Malgré tout, on a vu avec Jonathan ce contexte de hausse des taux, et donc cet arbitrage qui était une justification forte finalement d'aller vers les SCPI est un peu moins l'aubaine se réduit, disons. Oui, elle est un peu moins forte. Voilà. Est-ce que ça vous inquiète pas cette remontée des taux? Non, au contraire, parce que s'il y a une remontée des taux, ça veut dire que l'économie a une meilleure santé. Si l'économie se porte mieux, ça veut dire que les loyers ne vont pas baisser, vont au minimum se maintenir, vont peut-être même, on peut envisager à un moment qu'ils soient réévalués, ce qui veut dire qu'il y aura un rattrapage là aussi de la prime de risque. Donc en fait, on est dans un contexte ultra favorable malgré tout. On se rassure avec le fait que le patrimoine est réévalué. Ça, c'est engrangé, on l'a acquis. Maintenant, on a des perspectives qui sont plutôt bonnes sur l'immobilier d'entreprise parce que l'économie redémarre. C'est pour ça d'ailleurs que les taux augmentent de nouveau. Où est-ce qu'on peut savoir quels sont les SCPI qui vont réévaluer? Est-ce que c'est déjà public partout? Non, alors c'est extrêmement difficile. Il faut être bien connecté au marché des SCPI parce qu'il faut saisir le moment où l'information va être officielle et va être disponible pour pouvoir se positionner sur le marché. Donc nous, on regarde ça de façon extrêmement précise. Dès qu'une opération de revalorisation est communiquée, on la fait connaître aux gens qui nous suivent sur notre site internet. Est-ce qu'elles se valent toutes ces opérations? Alors là, il faut faire attention. Ouais, tout à fait. En fait, c'est comme toujours, on a un certain nombre de placements sur lesquels nous, on est plutôt frileux. Il y a certaines SCPI qui sont très agressives en termes de taux et qui nécessairement prennent beaucoup plus de risques que les autres en ayant une stratégie notamment provinciale d'investissement, voire à l'étranger dans des marchés qu'on ne maîtrise pas nécessairement très bien. Donc nous, on préfère aller sur des SCPI qui, une fois de plus, ont un rendement peut-être autour de 5%, plutôt dans la moyenne, mais qui investissent, qui continuent à avoir la capacité d'investir, notamment dans le quartier central des affaires parisien, où là, on sait que le patrimoine a de la valeur de façon pérenne, on prend beaucoup moins de risques. Donc notre attention là va plutôt sur le fait de dire attention, toute revalorisation, il ne faut pas se jeter dans toute SCPI qui se revalorise. On rappelle vos préférés? Donc on est actuellement sur Edissimo de Amundi et Rivoli Avenir Patrimoine qui toutes les deux revalorisent début juillet. Merci Vincent pour ces bons plans et astuces. On se retrouve le mois prochain. À bientôt. À bientôt. Alors, on va s'intéresser dans la dernière partie de cette émission à la rémunération du chef d'entreprise. Et oui, c'est un sujet délicat, parfois douloureux, hein, et en tout cas c'est un maquis. On a le plaisir d'accueillir Alexandre Boutin pour nous en parler. Bonjour Alexandre. Bonjour Thomas. Pourquoi est-ce que finalement c'est complexe la rémunération du chef d'entreprise avant de rentrer dans les détails? C'est complexe parce qu'on est assis sur une forme sociale de l'entreprise qui détermine elle-même le statut social du chef d'entreprise et derrière sa rémunération. Donc c'est assez complexe. C'est moins facile que quand on est salarié, finalement, c'est le même régime pour tous, c'est menu unique. Là, il y a des options différentes en fonction de la raison sociale de son entreprise, hein, que ce soit une SARL, une SAS, une SA. Et donc c'est ça le premier distinguo qu'il faut opérer entre la forme juridique de son entreprise. Oui, vraiment, c'est un choix qui ne doit pas être fait au hasard. C'est vraiment une stratégie. Soit je me positionne en assimilé salarié avec une forme de SA et de SAS, soit je me positionne en qualité de travailleur non salarié
Et là, je vais être un statut de gérant majoritaire de SARL. Et donc souvent, il faut, parfois on peut créer une holding, une SARL, au-dessus d'une SA ou d'une SAS pour être gérant majoritaire, ou sinon reste mandataire social de la SA et de la SAS pour être assimilé salarié. Est-ce qu'il y a une règle qui dirait qu'il faut mieux faire l'un que l'autre? Je dirais encore une fois, ça dépend des perspectives qu'on peut avoir des différents régimes de protection sociale, que ce soit au niveau de la prévoyance que de la retraite. Si je suis assimilé salarié, a priori, j'ai une vision un peu pérenne de ma retraite, et en tout cas une meilleure protection sociale, alors que lorsque je suis TNS, travailleur non salarié, donc gérant majoritaire de SARL, j'ai des perspectives sur mon régime de retraite qui est peut-être moins intéressant et moins attractif, une protection sociale moins intéressante, mais avec un taux de cotisation qui est moins important. Et oui, c'est ça, c'est un peu l'arbitrage court terme, long terme, c'est-à-dire qu'en tant qu'assimilé salarié, on va payer plus de charges sociales, avec l'espoir que on sera payé en retour au moment de la retraite, qu'on bénéficie d'une meilleure protection sociale. Quand on est gérant majoritaire, c'est-à-dire travailleur non salarié, on verse peut-être moins de cotisations, mais c'est au chef d'entreprise de se prendre en main, en quelque sorte. Je dirais que c'est la liberté de gestion du chef d'entreprise. Quand on est travailleur non salarié, c'est à lui de se prendre en main, effectivement, pour se constituer une prévoyance à titre personnel et aussi se constituer une cagnotte pour ses futurs vieux jours. C'est presque une aubaine, en fait, parce que quand on voit le rapport du corps, quand on voit les problèmes de la retraite, la retraite par répartition, avec ce nombre de cotisants qui diminue à mesure que le nombre de retraités augmente, et beaucoup finalement d'inquiétude sur la pérennité du système, on se dit, voilà, avec ce système, on peut se constituer une retraite par capitalisation, finalement. Oui, contrairement à l'assimilé salarié qui, lui, n'a pas le choix, il cotise, il a un taux de cotisation qui est relativement fort. Il est dans le système collectif. Le chef d'entreprise peut avoir un système individuel. Individuel et capitalisé à titre personnel sur des dispositifs qui ont été mis en place par le législateur, tels que dispositif Madelin Retraite ou Prévoyance Retraite. Il y a aussi tout ce débat sur le RSI actuellement. Qu'est-ce que ça vous inspire? A priori, il y a un allègement de charges sociales qui est en vue pour les travailleurs non salariés, donc c'est de bon augure pour le ce RSI, statut. c'est les régimes sociaux des indépendants, oui, tout à fait. Qui est très contesté actuellement parce que ça ne fonctionne pas toujours. Il y a eu des réformes qui ont été mises en place, il y a certaines problématiques organisationnelles depuis une fusion, donc c'est vrai que c'est assez contesté. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une vague un peu importante de dirigeants d'entreprises qui sont passés du statut de TNS vers celui d'assimilés salariés en passant leur société de SARL vers les SAS ou les SA. C'est pour ça qu'il y a ces mesures qui cherchent à endiguer finalement ce phénomène. Oui, c'est un des moyens de contrôler le passage du RSI vers le régime assimilé salarié, Agir Carco. Bon, vous, c'est votre job au quotidien de conseiller des chefs d'entreprise, entre autres, dans leurs arbitrages. Quelle est votre grille de lecture? Ça dépend de quoi? La grille de lecture, elle est importante. La première, c'est quelle conviction a mon chef d'entreprise par rapport au régime de retraite? Quel est son niveau d'assurabilité par rapport au statut TNS, par rapport à celui d'assimilé salarié? C'est-à-dire le statut d'assurabilité? Si je suis en bon état de santé, je vais aller sur un statut TNS parce que je sais que je peux capitaliser à titre personnel et que je peux me couvrir à titre personnel. Si je suis dans un état de santé moins bon, je vais plutôt avoir tendance à aller sur un régime général qui me permet de payer moins et éventuellement de bénéficier plus, même si ce n'est pas ce qu'on souhaite. Oui, c'est ça, c'est un peu ça le principe. Donc l'état de santé du chef d'entreprise, c'est un élément important, très important. Très important. Ouais. Son âge peut-être, est-ce qu'il est... Ça dépend aussi de ce qu'il a fait auparavant. S'il était salarié, on peut dire qu'une reconversion professionnelle en montant sa boîte, sa propre entreprise, finalement continuer à adhérer à un régime collectif tel que l'Agir et l'Arco, c'est plutôt une bonne solution pour acquérir les trimestres qui lui manquent. Voilà, pour consolider sur le même régime plutôt que d'adhérer à un régime qui était différent de celui avec lequel il adhérait jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a des choses importantes, des erreurs à ne pas commettre importantes? Alors, je dirais le premier élément, c'est de bien choisir. C'est pas prendre par hasard ou d'être bien encadré. Ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Par exemple, moi ou mes confrères de qualité. On va donner votre 06 après. Mais c'est vraiment très très important de ne pas monter sa société sans avoir ses prérequis. Parce que derrière, il y a des charges sociales et un taux de chargement qui est vraiment important et des écarts de rémunération importants. Bon, Alexandre, ça c'est pour la protection sociale. Il y a aussi la question de la rémunération. L'arbitrage d'un chef d'entreprise, c'est est-ce que je me verse une rémunération ou des dividendes. Rémunération du capital ou rémunération du travail. Donc, pour la rémunération du capital, aujourd'hui on est sur un alignement des cotisations sociales professionnelles pour tout ce qui est TNS, donc gérant majoritaire de société.
Donc vraiment un alignement, c'est-à-dire que tout dividende dégagé sera assujetti aux cotisations sociales professionnelles. Donc finalement, c'est un peu l'équivalent de ce que j'ai en termes de rémunération de gérance. Contrairement au TNS, à l'assimilé salarié, pardon. Et donc c'est très cher, il faut dire les taux, hein, c'est 45% à peu près. Oui, c'est 45%. Néanmoins, quand on regarde l'efficacité de rémunération d'un assimilé salarié, on voit que c'est un taux de chargement, charges patronales et salariales inclus, de 80%. Donc finalement, 45 versus 80, sur quel statut aller, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. D'accord. Mais malgré tout, là, actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une bascule vers l'assimilé salarié. Oui, parce qu'il y a un système qui est plus simple. C'est vrai que pour le coup, le système d'assimilé salarié est plus simple. On adhère au régime général, on est couvert au régime général, donc c'est plus simple que de se gérer soi-même finalement. Mais ça suppose de transformer sa SARL en SAS. En SAS. Quelques coûts de transformation qui sont, on va dire, négligeables. Ça, c'est la partie des professionnels avocats fiscalistes. Voilà, est-ce qu'on a vu l'essentiel? On a vu l'essentiel. Juste un dernier mot, il y a des réformes qui vont probablement arriver avant l'été, on espère en tout cas, concernant l'optimisation sociale et fiscale. Normalement, il y a des questions qui vont être posées par rapport à cet assujettissement des cotisations sociales des professionnels, que ce soit salariés ou non salariés. Et normalement, on devra avoir un peu plus de précision avant l'été. Bon, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup Alexandre. Très bien, merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.